Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire stratégie en partenariat avec Criteo, où nous allons parler de beaucoup de choses, donc d'activation média. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte et que la salle se remplisse, la salle digitale. L'occasion pendant ces quelques secondes pour moi de vous rappeler que nous avons encore beaucoup d'événements stratégie à venir sur ce mois de mai et aussi beaucoup en juin. La rédaction vous prépare beaucoup de webinaires comme ça de ce type sur des sujets tout aussi passionnants. Dans un contexte de bout du tunnel peut-être pour cette crise sanitaire, puisqu'on a quand même un planning gouvernemental qui, on l'espère, on croise les doigts, devrait nous permettre de nous retrouver dans quelques jours, heureusement. Voilà, donc je vois que la salle se remplit. Donc bienvenue, vraiment bienvenue à tous et merci de toujours vous montrer aussi nombreux. On va commencer sans plus tarder. Alors je suis avec Nicolas Rieul, DG France de Criteo. Bonjour Nicolas. Bonjour Emmanuel. Donc on va parler dans ce monde fourmillant de la tech, de l'activation média et des données commerce et first party, parce il s'est passé beaucoup de choses et il s'en passera encore beaucoup de nouvelles. Nous aurons quelques minutes après un cas concret avec SEAT. Nous reviendrons avec SEAT et son agence Remind PhD sur une activation média toute particulière. Et enfin, nous reviendrons plus largement sur l'activation média via les données first party. N'hésitez pas à poser vos questions à côté. Nous pourrons revenir en fin de webinaire dessus. Nous vous y répondrons avec grand plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Alors Nicolas, si on revient sur l'année écoulée, il s'est passé beaucoup de choses. On pourrait parler d'épreuves, peut-être que c'est un peu trop, mais bon, ça a été passionnant. Quel bilan vous faites en dehors de la crise sanitaire en tech? Qu'est-ce qui s'est passé un peu cette année qui change complètement la relation client? Oui, bon, il s'est passé effectivement pas mal de choses. Je me rappelle, Emmanuel, on avait, il y a, je crois, quasiment un an, on avait fait ensemble, on avait fait justement un point de passage sur les activations de Criteo et ses nouveaux produits. Et c'était juste après l'annonce, notamment de Google sur les cookies tiers, l'annonce de Chrome là-dessus. Par la suite, il y avait notamment, je me rappelle, le cours de Criteo qui avait pris un coup à ce moment-là. Donc il a fallu, il y a eu plusieurs choses. Et en plus, et ensuite, on a eu la crise du Covid. En fait, il s'est passé plusieurs choses en un an. Le bilan est positif parce qu'on a à la fois la crise qui a fait que finalement l'e-commerce, le commerce est digitalisé, plus que jamais omnicanal, en tout cas quand il y a pu avoir des activations, certains ont pu rester ouverts. Donc, un renforcement du positionnement, du cœur de positionnement de Criteo, qui est le commerce, et notamment le digital commerce. Et puis, sur les cookies tiers, on a beaucoup rassuré. Aujourd'hui, on a si je fais le parallèle avec le cours de bourse, parce que c'était le cas dans le passé, on avait déjà eu à l'époque ITP avec Apple en 2017. Donc, c'est un, À l'octobre 2017, oui. ouais, c'est un sujet important chez Criteo et c'est sujet finalement de résilience de l'open internet par rapport au walled garden et aux, aux différents ID évidemment. Eh bien, on a su rassurer le marché. Je pense que les acteurs ont compris la position très particulière de Criteo et comment Criteo avait et finalement des armes assez exceptionnelles pour relever les défis du futur. On a notre cours de bourse qui est au plus haut depuis 5 ans, bien au-dessus avant les histoires d'Apple ITP, justement, parce qu'on a pu expliquer. On a pu expliquer la singularité de Criteo, le fait qu'on vienne du retargeting, même si aujourd'hui ça va bien au-delà. Et bien, en fait, le retargeting, c'était l'activation des données CRM, first party, des commerçants. C'est ça. Pour faire ça, Criteo n'est pas un acteur comme on peut voir beaucoup d'intermédiaires dans la tech qui finalement sont eux-mêmes connectés à d'autres intermédiaires. Criteo a des relations directes avec les annonceurs, plus de 21 000 e-commerçants dans le monde, avec un accès vraiment privilégié à leurs données first party pour activer cette donnée CRM. C'était le cœur historique de Criteo. Mais aussi côté éditeur, côté diffusion, avec des milliers d'éditeurs sur lesquels on a intégré en direct. Et c'est ça finalement qui a fait qu'on est
aujourd'hui, dans tout ce qui s'est passé avec évidemment la crise du Covid qui a renforcé le e-commerce. Et donc, c'est pour ça, quand vous disiez épreuve, bon, par rapport à beaucoup de business qui ont souffert et quand on a vu nos résultats sur la dernière période, ça serait dur de dire ça, je trouve, parce qu'on a justement montré de la résilience et même de la croissance. Mais effectivement, il y a des défis de marché sur lesquels on s'est activé et je pense qu'on a montré, on en parlera, notamment dans la construction des futurs modèles et que de notre accès direct à la first party, eh bien en fait, on se rend indépendant de futurs changements. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire qu'il y avait quand même, il y a un an, quand même beaucoup d'incertitudes. Il y avait l'arrivée des nouvelles de la CNIL. On ne savait pas trop à quelle sauce allait Ouais. être mangé le digital avec la CNIL. Il y avait donc Google qui annonçait les cookies tiers. Il y avait Apple qui a annoncé voilà, la fin totale aussi, enfin le ITP et la mise à jour d'iOS 14 aussi. Il y avait quand même beaucoup d'éléments qui mettaient beaucoup de pression sur le marché. Est-ce que la manière dont Criteo a réagi augure aussi une capacité du marché, de manière plus générale, à s'adapter? C'est vrai que je ne l'avais pas cité, mais il y avait effectivement aussi le renforcement des recommandations cookies de la CNIL qui est arrivé au 1er avril. Je pense que tous les utilisateurs et acteurs du marché ont suivi ça. On a tous, annonceurs, éditeurs, ont un site internet et ont dû se mettre à jour eux-mêmes. Il y avait une incertitude, c'est vrai, sur l'acceptation par les utilisateurs de la publicité personnalisée, puisqu'en fait, aujourd'hui, en un clic, tous les utilisateurs peuvent refuser la publicité personnalisée. On dit les cookies, mais c'est pour vulgariser parce qu'on sait très bien que ça va au-delà des cookies et notamment dans l'univers applicatif, on est sur d'autres types d'ID, donc c'est beaucoup plus large que ça en réalité. Et donc c'est vrai qu'on a aussi passé cette période et je pense qu'il a été, alors Criteo n'est pas éditeur, hein, donc ne recueille pas du tout le consentement, mais évidemment indirectement. Eh bien, on a besoin de plébiscite des utilisateurs pour faire de la publicité ciblée, parce qu'on voit que c'est ce qui leur plaît, puisque c'est ce qui marche en termes de publicité. Ça fonctionne mieux. Par contre, est-ce qu'ils allaient accepter ça, c'était le point d'interrogation. Aujourd'hui, effectivement, on a passé le 1er avril. Ce qu'on voit dans la presse et ce qu'on entend effectivement des différents éditeurs ou annonceurs, c'est qu'on est finalement sur des niveaux assez hauts d'acceptation, hein. On parle de 70, 80, 90%. Donc en fait, cette étape, toute cette, on a eu une année avec beaucoup d'incertitudes et ça commence à se clarifier. Et c'est vrai aussi pour la fin des cookies tiers, puisque les solutions, les premières ébauches de solutions arrivent et commencent à être testées. On avait très peur que ce soit la fin, enfin les éditeurs et le monde de la tech de manière générale avaient très peur que ce soit la fin de la publicité ciblée. Est-ce que vous pensez que effectivement le virage a été pris et en fait c'est pas vraiment la fin? Enfin, il y a toujours d'autres manières de cibler. Oui, parce que la question, c'était de savoir, les acteurs du marketing digital aujourd'hui, ils savent que la publicité ciblée, elle est plébiscitée par les utilisateurs parce que on voit, parce que ça fonctionne mieux, tout simplement. C'est-à-dire que ce sont des publicités qui intéressent plus les utilisateurs puisqu'ils ont potentiellement plus d'interactions, d'engagement, une meilleure mémorisation. Donc ça on le sait. Après, il y avait des facteurs effectivement externes comme la régulation, le RGPD, e-privacy, la CNIL qui vient renforcer, qui pouvait créer des contraintes plus fortes. Et il y avait un risque, ça on en a parlé. Et et maintenant il y a un autre levier qui est pas la régulation, mais qui est plus technique, qui est de dire est-ce que techniquement ce qui est utilisé aujourd'hui va pouvoir continuer, on va pouvoir continuer de l'utiliser. Et là, autant sur la réglementation, il faut la suivre, c'est la loi. Et donc, et ça, c'est pour ça que c'est presque le plus rassurant, je dirais. Sur la partie technique, il faut faire confiance aux ingénieurs et toute la créativité qui peut être mise en place pour réussir à trouver des alternatives. Ça a été le cas dans le passé. Regardez ITP sur Safari. Aujourd'hui, on peut faire de la publicité personnalisée au sein de Safari. Pourtant, ça date, on parle de 2017. Donc, sur cette partie technique, on est un marché qui a réussi à
relevé des défis dans le passé, Criteo particulièrement, et va continuer. Donc là-dessus, je pense que le plus inquiétant, c'était sans doute la partie réglementaire. Il y avait la question de savoir, est-ce que si en un clic, je peux refuser la publicité ciblée, quelle va être la réaction des gens, sachant que parfois, il faut apporter de la transparence. Faut que les utilisateurs puissent vraiment comprendre comment c'est utilisé. Et c'est parfois justement par ignorance et parce que c'est un monde complexe que dans le doute, il pouvait avoir du refus. Donc on n'est pas dans ce scénario-là et c'est sans doute là le plus important. Donc la publicité personnalisée, elle va continuer d'exister, bien sûr. Et alors, on va voir justement, parce que parmi la publicité personnalisée, il y a une technique dont on va rentrer plus en détail. Je vois déjà que les questions commencent même à poindre sur ce sujet en particulier, qui est l'utilisation de la first party. Merci Nicolas, je pense qu'on va se retrouver en troisième partie pour revenir plus en détail là-dessus. On va passer tout de suite à la deuxième partie, qui va être l'utilisation d'abord d'un cas concret de cette donnée first party. Donc, je vais demander à Pierre-Édouard Sabary, directeur de l'expérience digitale de la marque SEAT. Bonjour Pierre-Édouard. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors effectivement, je travaille pour SEAT et Cupra France, d'ailleurs, deux marques au sein de l'écosystème du groupe Volkswagen. Et on a une... Oui, je t'en prie. Je vais introduire aussi les deux autres parce qu'on va être... Il y a aussi Ludovic Daubert, lui, qui est de l'agence Remind PhD. Bonjour Ludovic. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et Stéphanie de Baudéan, elle aussi Sales Director chez Criteo. Bonjour Stéphanie. Et tous les trois, vous allez nous raconter un peu ce cas particulier de l'utilisation de la first party pour SEAT. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Alors, Pierre-Édouard, comment déjà vous pouvez nous introduire la marque SEAT? Parce que si le digital est de plus en plus important pour toutes les marques d'automobiles, je crois qu'elle est particulièrement plus importante pour la marque SEAT. Alors, SEAT a une particularité au sein du marché automobile, c'est que c'est une marque avec un âge moyen d'acheteur très très bas par rapport à l'acheteur véhicule neuf moyen. Pour vous donner deux indications, l'âge moyen est de 55 ans pour un acheteur véhicule neuf. Chez nous, il est de 45 ans. 10 ans de moins que le marché, c'est considérable. Et naturellement, on ne va pas vous l'apprendre évidemment, plus on est jeune, plus on est appétent au digital, plus on est confortable sur ces nouvelles technologies. Donc notre clientèle de base, elle est beaucoup plus appétente à ça. Donc, il nous faut être beaucoup plus réactif, être beaucoup plus ouvert aux innovations. Et notamment, on est accompagné en cela par nos agents. On n'a pas les idées tout seul, malheureusement. Et plus particulièrement, Remind PhD, à la personne de Ludovic Daubert, dont on a une relation très, très forte entre agence client qui va au-delà. Et d'ailleurs, c'est cette force qui nous permet aujourd'hui d'être présents et d'avoir un beau use case à vous présenter. Alors Ludovic, oui, donc vous êtes, alors déjà vous occupez de quoi au sein de l'agence Remind PhD, et puis depuis combien de temps vous travaillez avec Pierre-Édouard? Moi, je suis Ludovic Daubert, je suis directeur conseil chez Remind PhD, et on accompagne SEAT depuis à peu près 2017 sur les problématiques plurimédia, et notamment sur le digital, sur comment est-ce qu'on digitalise les parcours et comment est-ce que on génère de nouveaux prospects et comment on fidélise de nouveaux clients. Ensemble, tous les trois, avec Criteo, on travaille depuis l'année dernière, je dirais, et il y a une campagne de déstockage, déconfinement qui est arrivée en cours d'année. Alors juste sur cette campagne, on va y venir plus particulièrement. Donc, quel a été un peu son calendrier, quel était son objectif et qu'est-ce que vous vouliez faire? Quel était le brief de départ en fait? Voilà. Dans quel contexte elle s'inscrivait? Ouais, c'est exactement ça. Oh, je vous en prie. Ouais, je vais compléter ton point, Pierre-Édouard, parce que du coup, dans le brief que tu donnais tout à l'heure, il y avait aussi quelque chose d'hyper important dans le profil des consommateurs SEAT. C'est que SEAT, c'est une marque assez marquée qui cible des individus qui choisissent son véhicule pour son design, évidemment, mais aussi et surtout satisfaction
parce qu'il aura l'impression d'avoir réalisé un bon coup. C'est des personnes enfin, faut garder en tête quand même que l'achat automobile, c'est hyper anxiogène pour les ménages. C'est, je crois, l'achat le plus anxiogène derrière le logement. Donc c'est quelque chose d'hyper important quand on cherche les déclencheurs pour intéresser un prospect sur une marque automobile. Alors le brief, c'était ça, hein, c'est comment est-ce qu'on arrive à équilibrer, à recruter des prospects et à équilibrer un ciblage presque attitude rapidement en charge, puisque le jour où le déconfinement a été déclaré, il a fallu que SEAT montre son soutien auprès de ses distributeurs concessionnaires. Et ça, c'était la teneur du brief de la marque. Monter en charge très rapidement auprès d'une cible éligible pour SEAT. Pierre-Édouard, cette campagne, elle s'inscrivait effectivement, comme vient de le dire Ludovic, dans un cadre spécifique de déconfinement. Il a parlé de déstockage. Vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur ce contexte particulier pour vous? Alors, pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière. Ça fait plusieurs années qu'on est accompagné par PhD. Il y a 4-5 ans, la marque était en pleine révolution et on a eu des années à très très forte croissance. Il y a 5 ans de ça, on a commencé à réfléchir à introduire de nouveaux modèles et avec ces nouveaux modèles est apparue une nouvelle clientèle et on a eu des taux de croissance de plus 20, plus 30%, bien accompagnés aussi par un plan média qui a bien fonctionné. On avait le bon plan produit, le bon plan média. Et on se retrouve là, frappé de plein fouet par la crise du Covid qui fait qu'on a accumulé beaucoup de stock parce qu'on arrivait à bien vendre. Et il a fallu de suite réagir à se dire qu'est-ce qu'on peut faire. On a été très innovant il y a quelques années de ça avec une offre particulière qui avait beaucoup fait parler, qui était le sans engagement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On a été la première marque à vraiment faire du sans engagement dans le sens où c'était alors comme Netflix, en gros, vous engagez pas et tout premier mois commençait dû, donc vous pouviez rendre au bout de 31 jours votre voiture. Donc ça, c'est une spécificité. On est encore aujourd'hui la seule marque à réussir à vraiment avoir cet engagement. Mais là, ça marchait pas. Enfin, ça marchait pas, ça suffisait pas. Donc on s'est dit, OK, on va aller aussi, encore une fois, disrupter par l'offre. Et on a lancé du coup le payer en 2021. Et en gros, vous êtes au mois de mai, vous ne savez pas encore quelle va être votre situation en tant que client. Et là, on arrive avec deux offres qui peuvent être, ben voilà, vous ne savez pas trop où vous situez, vous ne voulez pas trop vous engager, vous avez le sans engagement. Et là, vous pensez pouvoir attendre quelques mois et vous avez besoin d'un souffle supplémentaire. Il y a le payer en 2021 qui est arrivé au bon moment et en plus spécialement sur nos stocks. Pour ça, il a fallu accompagner cette offre d'un plan média, en l'occurrence porté par Criteo et Remind PhD. Et ce qu'il fallait, c'était faire venir les gens en concession pour qu'ils voient les véhicules. Et très clairement, c'est ce qui a été fait. On avait, pour être tout à fait honnête, encore jamais trop creusé la relation avec Criteo. Donc ça a été un premier vrai gros partenariat, un premier vrai gros use case qui va bien porter ses fruits. Je laisserai bien sûr en parler et Criteo aussi. En tout cas, voilà, la situation, elle n'était pas très réjouissante, on ne s'y attendait pas. Et pour vous donner un ordre d'idée, on avait le marché qui avait chuté quasiment sur un mois, d'un mois à l'autre, quasiment de 90%, et sur l'année, on était à moins 30%. Donc, c'était évidemment critique. Et du coup, il nous fallait réagir fort et avec quelque chose de totalement nouveau. Et donc justement, on va voir en quoi tenait cette réaction. Ludovic, vous l'avez expliqué, vous deviez cibler le client potentiel à ces parties de la marque SEAT. Et à ce moment-là, vous appelez Criteo, vous appelez Stéphanie pour leur demander quelque chose de très précis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Ouais, exactement. Du coup, on appelle Stéphanie. Normalement, ce qu'on fait, c'est que on cible des intentionnistes et en général, on a deux façons de le faire, des intentionnistes auto. Intentionnistes avec des guillemets. Et du coup, pour cibler les intentionnistes, on a en général deux possibilités. Soit on achète de la data plus ou moins chère, soit on va chercher un contexte a priori en affinité. En gros, c'est des gros carrefours d'audience sur des sites auto, sur des sites de vente de voitures, etc., etc. Mais cette fois-ci, on le disait tout à l'heure, ce qu'on cherchait, c'était une attitude, une posture face à une proposition commerciale que SEAT avait, dont Pierre-Édouard vient de détailler les arcanes. Et du coup, en discutant et en itérant avec Stéphanie, on est arrivé sur un profiling, une data hyper fine qui correspondait exactement à l'état d'esprit qu'on cherchait
dans un timing parfait, parce que du coup, le déconfinement, c'était aussi une perte de repères. On savait pas ce qu'on avait le droit de dire et ce qu'on avait le droit de dire aux prospects et la façon dont on allait les adresser. On appelle Stéphanie et on discute de leur commerce audience et genre, je vais laisser Stéphanie en parler, mais et de leur catégorie qui sont en recherche de bonnes affaires, en consommateurs de promo, on va dire des e-buyers avisés et intelligents dans leur façon de consommer. Peut-être que Stéphanie peut discuter, enfin détailler un petit peu plus cette Oui, audience. Ouais, tout à fait. exactement. En fait, effectivement, on était sur une double approche. Donc, la première dont parle Ludovic, c'est la commerce audience. Peut-être expliquer comment fonctionne la commerce audience chez Criteo. En fait, c'est le fruit de la collaboration des 20 000 e-commerçants dont a parlé Nicolas en introduction. Sur ces 20 000 e-commerçants, nous, on va analyser quel est le parcours, quelles sont les visites qui sont faites, quel est le scoring par produit, quelles sont les transactions qui sont mises en place. Et ensuite, on va créer des clusters d'intention. Ces clusters d'intention, aujourd'hui, on en a 1600. Donc, il y a plein de choses à activer. Sur une partie très auto, on aurait pu aller toucher un intentionniste auto, aller dans de la granularité spécifique sur une pièce détachée, etc. Là, ce n'était pas vraiment l'enjeu parce qu'on avait vraiment besoin de travailler sur ces utilisateurs qui avaient une appétence pour des événements promotionnels. Donc, en fait, via le fruit d'analyse de nos équipes AX, d'un gros travail de fond en réalité, on a créé un pool d'ID de discount lovers, on a appelé comme ça, qui était constitué de 20 millions d'ID, donc c'est quand même assez important comme volumétrie, qu'on a mis à la disposition de SEAT. Et c'était là pour nous tout l'enjeu, c'était de voir comment finalement cette population d'ID allait pouvoir matcher dans un univers automobile sur, in fine, une projection d'achat d'automobile en concession, quoi. Alors, c'est important de préciser, je pense, ici, que vous parlez bien d'ID, donc de données first party identifiées, et pas juste des comportements probabilistes ou étirés, étendus par de la connaissance comportementale. Et on sait, il s'agit bien d'ID, donc de first party, ouais, des personnes que l'on cite directement. Exactement, tout à fait. Voilà. C'est important pour que tout le monde comprenne bien la différence, je pense, de ce ciblage Ouais. lors de cette campagne. Et puis pour nous, finalement, c'était une première mise en place, mais qui ensuite allait pouvoir nous permettre d'accompagner SEAT dans d'autres activations, dans la mesure où une fois que les tags Criteo sont posés sur le site de l'annonceur, on a cette visibilité sur quel est le comportement de cette nouvelle audience, vers quel type d'intérêt elle se redirige, vers quel type de marque elle montre une affinité. Et ensuite, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans les dispositifs et de pouvoir proposer des nouveaux targeting à A/B tester et de nouvelles choses pour accompagner les clients justement sur peut-être d'autres problématiques et d'autres enjeux. D'accord. Ludovic, maintenant, une fois que Criteo vous fournit ces 20 millions d'ID de personnes potentiellement en correspondance avec la cible que vous recherchez, vous, qu'est-ce que vous faites après ça? On en parle avec SEAT, évidemment. Et on est séduit, en fait, parce que ce qui arrive, la proposition de valeur qui est proposée, c'est de nourrir le haut du funnel, même le mid-funnel, avec des personnes qui vont considérer la marque et qui vont considérer l'offre. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le brief, c'était une montée en charge assez rapide. Donc la case est cochée. Et surtout, on est séduit par le fait que l'approche est quand même full funnel, puisqu'après, on peut réadresser ces audiences avec toute la connaissance qu'on a de leur comportement, avec des messages hyper bas de funnel et jusqu'à la redirection dans une concession SEAT proche de l'utilisateur. Et ça, on aime beaucoup du coup, puisque on sait que les prospects, les clients SEAT sont plus jeunes, donc plus digitaux, ils vont passer moins de temps à aller en concession. Donc chaque lead, chaque contact établi, il faut pouvoir le suivre jusqu'au bout et l'amener à la porte de la concession et charge au concessionnaire justement avec cette belle offre de acheter votre voiture en 2020, payer en 2021, de le une vraie proposition commerciale. Donc, pour répondre à la question en un mot, une fois qu'on a cette ID-là, ce ciblage, on en parle avec SEAT et on active très très rapidement pour lancer enfin l'année 2020.
Pierre-Édouard, est-ce que le fait d'avoir ces ID, ça a modifié aussi le message que vous vouliez transmettre enfin, dans votre campagne? Quel était d'ailleurs le message qui s'affichait donc, pour ces internautes plus particulièrement? Alors, la grande nouveauté, c'est qu'on était capable de géolocaliser, du coup, d'afficher comme message à la fois l'offre et le distributeur. Parce qu'on est aussi, nous, dans un contexte particulier. Je ne vends pas, moi, Seat France directement aux clients. Je vends des voitures via un réseau de distribution qui est autonome et qui a besoin aussi de soutien parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire ces actions marketing. Donc, la grosse nouveauté, c'est justement, vous pouviez voir par modèle affinitaire, par exemple, Citadine Ibiza, Seat Ibiza, payez-la en 2021 chez votre concessionnaire. Bon, désolé, je vais leur faire de la pub, mais Seat Montpellier à Latte, quoi. Et très clairement, on a vu que ça marchait bien parce que tout simplement, il y avait notamment chez cette cible, les discount lovers, une véritable appétence à aller directement à l'essentiel, quoi. Je vois la voiture, je sais où elle est. Et ça c'était un message très fort qu'on n'a jamais eu auparavant. Même si on a déjà fait des opérations en essayant de faire du display, du retargeting précis sur le véhicule vu, des choses comme ça. On n'était pas en mesure, même avec notre CDD, d'avoir la géolocalisation, de dire chez Seat Montpellier à un pool de gens qui étaient dans la zone de Montpellier. Donc ça, c'est encore une fois pour reprendre l'exemple montpelliérain, évidemment, c'était partout en France. Et ça, c'était une innovation dont on a très vite mesuré l'intérêt. Et il y a eu un succès, je ne sais pas si c'est intéressant de le dire maintenant, mais en tout cas, on a très vite vu les résultats avec un nombre de leads, de visites qui était trois fois la normale. Alors, on se situe évidemment dans un contexte particulier de déconfinement, tout ce qu'on veut. Tout n'est pas lié évidemment à la campagne, mais en tout cas, ça y a contribué. Merci. Stéphanie, on a une question assez intéressante dans le chat, je pense directement pour vous. On nous pose la question, quelle était la fraîcheur de ces 20 millions d'ID que vous avez donnés? C'est vrai que la fraîcheur d'une donnée, c'est aussi important sur le digital. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus à donner? Ouais, alors c'est une donnée qui est mise à jour chaque semaine, puisque en termes de consentement, etc., on va écarter toutes les personnes qui ne font plus partie de ce pool d'ID. Et ensuite, la durée de vie globale va s'étendre jusqu'à 13 mois. Donc après, de toute façon, l'idée, c'est que comme on va travailler sur des événements promotionnels très spécifiques, on va essayer de remonter sur les dernières soldes, le dernier Black Friday, le dernier Cyber Monday, donc de travailler sur de la fraîcheur très, très importante. D'accord. Et la question d'après, est-ce que ce sont des ID qui correspondent à des PYY hachés? Alors là, je vais laisser Nico rebondir là-dessus. Effectivement, sur une partie peut-être un peu plus produit et technique. D'accord, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard Ouais, alors. on va expliquer tout ça. Sur un produit après, si vous le souhaitez. Ouais. Oui, je pense qu'on va reprendre ces questions produits après, pas de souci. En tout cas, on a une question qui revient toujours sur la campagne, peut-être plus pour Ludovic. Est-ce qu'il y avait un matching entre les discount lovers, donc le segment des ID que Criteo vous avez fourni, et une intention à l'achat d'un véhicule? Alors, les deux, mon capitaine, c'est-à-dire qu'il y avait un matching entre, donc évidemment, entre l'attitude de chercher des promos intéressantes et le fait de croiser avec des comportements de surf web sur je consulte du contenu auto, etc., etc. Et ça, c'est des choses qu'on avait vues avec Stéphanie justement pendant qu'on montait la campagne pour que dans la diffusion, il y ait une bonne partie des personnes touchées qui soient intéressées par l'achat automobile. D'accord. Est-ce que... Allez-y. Non, du coup, je voulais juste compléter. Enfin, Pierre-Édouard a parlé du nombre de leads qui avait explosé sur la période. Mais nous, du coup, on pilotait la campagne quand même sur des KPI digitaux, notamment parce que, du coup, même si on était déconfinés, on ne sortait pas tous tout le temps très vite. Et nous, les KPI digitaux qu'on voyait, ils étaient assez impressionnants et montraient justement sans doute la fraîcheur et la pertinence de la donnée, où en mid-funnel, on arrivait à optimiser les coûts pour les nouveaux visiteurs. Autour de moins 10% sur les coûts d'achat, ce qui est pas négligeable par rapport à 2019, qui était déjà une bonne année business pour l'automobile.
et pour ça en particulier. Et sur les coûts au lead, plus la campagne passait et plus les optimisations étaient impressionnantes, c'est-à-dire moins 30, moins 40, moins 50%. Alors, ce que disait Pierre-Edouard est très vrai, hein, le marketing ne fonctionne pas de manière isolée, mais c'est quand même des bons indicateurs quand on est dans une zone d'incertitude et qu'on relance des campagnes. Il n'y a pas votre micro. Ouais. Désolé, merci. Justement, il y a une remarque qui rebondit sur votre réponse, qui demande s'il y avait 20 millions de personnes intéressées par un achat automobile en France. 20 millions de discount lovers, pas d'acheteurs Ouais, automobiles. voilà. 20 millions de discount lovers couplés à des intentionnistes automobiles qui sont de l'ordre de 7 millions, je crois, dans notre commerce audience. Donc ensuite, on fait matcher les données et on diffuse uniquement sur ce genre de profil. Donc ça reprécise Tout à fait. comment dire, la le panel de départ. La volumétrie et le sizing, absolument. Exactement. Voilà. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, là c'est peut-être plus pour Pierre-Edouard et Ludovic de manière générale, d'observations autres, par exemple, est-ce que en ciblant ces personnes précisément, ça a changé votre stratégie média? Est-ce que vous avez appris des choses sur votre stratégie média? Est-ce qu'il y a eu d'autres observations faites sur cette campagne? Parce que c'est une manière de procéder qui changeait de d'habitude. Ouais, je vais prendre la réponse du coup si Pierre-Edouard me le permet. La stratégie média, elle est calée depuis assez longtemps et on a des bonnes certitudes avec SEAT depuis un petit moment qu'on challenge régulièrement, hein. Mais sur ce canal-là, c'est une nouveauté effectivement. Et ce qu'on a pu changer en revanche, c'est la manière de concevoir les bilans et surtout de faire des bilans d'action de campagne des nouveaux bassins de recrutement pour continuer le cercle vertueux. Je m'explique. Normalement, on produit un bilan avec des coûts d'achat et voilà, une réussite relative ou non sur un objectif. Là, on avait en plus des insights sur des centres d'intérêt spécialement consommés par la cible, d'autres marques spécialement consommées par la cible, etc., etc., ce qui ouvre des perspectives, pardon, pour continuer à recruter au-delà de la campagne, après la campagne, avec des ciblages contextuels, par exemple. Et ça, c'était des enseignements nouveaux qu'on n'avait pas avec les campagnes précédentes. D'accord. Pierre-Edouard, vous avez des choses à rajouter aussi? Ouais, de manière... Bien sûr, de manière très concrète. En fait, avant, je travaillais assez peu avec Criteo. Maintenant, je travaille beaucoup plus. Voilà. Clairement, ça nous a permis d'avoir plus d'informations sur les prospects. Moi, je viens de la data, donc je suis toujours très, très attaché à ça, savoir qui sont nos clients, comment maîtriser notre first party. Et là, ça nous ouvre un champ des possibles parce qu'on est aussi une marque en conquête. On est une petite marque, hein, je rappelle, on fait 1,2 de part de marché. Donc, il nous faut à chaque fois réfléchir à acquérir de nouveaux clients. On ne peut pas seulement se reposer sur notre first party et nos clients à fidéliser. Je suis pas Renault, hein, donc clairement, on a besoin de ça, de toujours comprendre où sont nos futurs clients, même s'ils ne savent pas qu'ils peuvent devenir clients SEAT. Et c'est ça qui est hyper pertinent par ce qu'a pu nous apporter Criteo, c'est de nous ouvrir les yeux sur des gens qui pourraient être potentiellement intéressés par nous dans le futur. D'accord. Donc vous avez. D'accord. Donc plutôt une bonne surprise de ces campagnes ciblées via des données purement first party. Complètement, ouais, complètement. En fait, c'est une stratégie globale, hein, depuis des années d'essayer de maîtriser, de comprendre qui est notre cœur de cible. Parce que, alors je ne sais pas quelle est l'image que vous avez, vous, tous autour de la table, enfin, virtuellement de SEAT, mais on sait qu'on ne peut pas s'adresser à 100% des gens parce qu'on peut être une marque assez clivante, ou du moins on l'a été dans le passé. Donc il faut aussi que nous, on soit très intelligents, très smart pour dépenser intelligemment nos budgets médias pour cibler les bonnes personnes, celles qui auront une appétence maintenant pour acheter maintenant ou dans le futur. C'est un gros travail de fond, de branding, de notoriété. Et du coup, tout ce qu'on peut acquérir aujourd'hui a une importance cruciale pour nous dans le futur. Donc clairement là, ça nous a apporté beaucoup plus que d'habitude et on a su en faire bon usage. D'accord.
Merci beaucoup, merci à vous deux, à Pierre-Édouard et Ludovic. On va revenir de manière maintenant un peu plus précise, parce qu'on a vu là donc, ce cas concret d'utilisation de ces données pour la marque Seat. Et le truc, c'est que quand Stéphanie nous dit qu'elle a 20 millions de discount lovers, la question qu'on a envie de se poser, c'est d'où ça sort et comment elle le sait. Donc Nicolas et Stéphanie, vous êtes tous les deux là. Comment vous constituez vos segments, d'où ça vient et comment vous les enrichissez? On a vu que c'était mis à jour toutes les semaines. Comment ça fonctionne, tout ce système-là? Oui, alors c'est en fait c'est le fruit de la collaboration avec 21 000 commerce et e-commerce, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des offres omnichannel. Ça veut dire il y a aussi de la donnée offline qui peut faire partie de ces segments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire offline? Ça veut dire il y a des achats dans le monde réel en utilisant des cartes de fidélité. Et concrètement, une commerce audience, qu'est-ce que c'est? Donc, aujourd'hui, c'est 1600 segments d'audience en fonction des intérêts conso. Donc, ça va être, on a beaucoup de granularité, ça va d'une marque, voilà, qui peut être ciblée, ça peut être des croquettes pour chiens, du mobilier de jardin, des bourgies d'intérieur, des sacs pour femmes. Vous pouvez imaginer l'intégralité de la consommation qui peut être faite. Et donc, concrètement, comment ils sont constitués? En fait, on va regarder tous les intérêts et les signaux. Donc, par exemple, ça va de la consultation, on va dire le signal le plus faible. Je consulte un e-commerce spécialisé dans la mode pour femmes. Puis, j'ai un niveau catégorie qui m'intéresse, qui est les sacs. Et puis ensuite, j'ai une sous-catégorie qui est les sacs en cuir. Et ensuite, j'ai une fiche produit. Donc là, et ensuite, j'ai la mise au panier. Et enfin, j'ai l'acte d'achat. Donc, je vais de la donnée transactionnelle à des signaux d'intérêt. Et là-dessus, donc j'ai d'un coup, ça peut être très très large. Donc je peux avoir des gens qui sont que modérément intéressés finalement. Et donc j'ai des millions et des millions potentiellement de personnes dans un segment. Et là-dessus, sur chacun des segments, on va prendre 1/1000 de l'intégralité des utilisateurs pour être sûr qu'on soit sur quelque chose, parce que ça fait beaucoup beaucoup de monde. Du coup, quand on ajoute toutes ces conditions-là, pour être sûr d'avoir ce qu'il y a de plus chaud. Le plus pertinent, et comme le disait Stéphanie, ensuite c'est mis à jour chaque semaine sur ces segments d'audience. Là, on a une question qui est intéressante, parce que il faut bien dire la spécificité, et c'est ça qui garantit aussi le sujet dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que la question, c'est comment Criteo va-t-il faire pour poursuivre ces types de campagnes avec la disparition des cookies tiers? Bien sûr. Et on parle bien de données first party. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cookies tiers, effectivement, bon, ils ont déjà quasiment disparu au sein de l'univers Safari. Pourtant, on continue de travailler sur cet univers. Criteo a mis en place ce qu'on appelle pour les annonceurs une solution qui s'appelle OneTag 2.0, qui permet en fait de se baser sur les cookies first. Et donc de ne plus se passer des cookies tiers en termes d'identifiants techniques. On le sait sur le mobile, il n'y a pas de cookies tiers, il s'agit d'identifiants. Et d'autres identifiants sont en train de se créer. On sait qu'il y a les emails hachés également, et puis d'autres types d'identifiants. Donc en fait, les cookies tiers sont un des identifiants qui sont amenés à évoluer sur ces sujets. L'important, c'est de trouver des alternatives. En fait, l'important, on en parlait tout à l'heure, c'est d'avoir le consentement de l'utilisateur. Les données personnelles, c'est quelque chose de très large qui inclut à la fois des données pseudonymes. Donc, un cookie, en fait, il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas de nom, pas de prénom, c'est pas personnellement identifiable. Dans les bases de données de Criteo, il n'y a pas de données personnellement identifiables, il n'y a pas de nom, pas de prénom, pas d'adresse. Vous avez, mais par contre, ce sont des données personnelles, puisque un cookie, c'est une donnée personnelle, même si c'est pseudonyme là-dessus. Donc, l'important, c'est d'avoir le consentement. Ensuite, techniquement, ce qui nous permet de travailler, et ce qui est utilisé par les annonceurs aujourd'hui, il faut trouver des alternatives quand potentiellement il y a des mouvements techniques de marché. Et donc, l'utilisation des cookies first, par exemple, est une solution. Les idées d'Unified ID, je ne sais pas, donc la fin du cookie tiers au sein de Chrome, on n'a pas encore évidemment de vraie
date et de délai. Hein. On peut imaginer que ça va prendre un certain temps avant que ça arrive vraiment concrètement et que le robinet soit coupé. Entre-temps, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, bien, où on se base sur des données first party, il peut y avoir du serveur to serveur également, il peut y avoir, vous le savez, des initiatives de place. On s'est associé notamment avec The Trade Desk, avec Unified ID et beaucoup d'autres, parce que c'est un consortium d'acteurs pour que justement on puisse trouver des alternatives qui ne dépendent plus des walled gardens ou des différents gatekeepers. Donc oui, pour répondre à la question, une fois qu'on a le consentement de l'utilisateur, oui, on pourra continuer à faire à avoir ces audiences-là pour faire à la fois de l'activation au tunnel, très haut tunnel, comme de l'awareness ou de la vidéo, ou de l'acquisition client voilà, sur des prospects, comme on a pu le voir ici, ou très bas tunnel sur de la conversion, par exemple avec le retargeting. Une question qui va nous amener, qui nous amène d'ailleurs à la suite, qui est intéressante, c'est pourquoi ne pas prendre uniquement la donnée transactionnelle pour assurer l'intérêt de prospects? Alors, la question, est-ce que ça ne pose pas la question de la volumétrie, justement, ça? Si, mais en fait, tout dépend de l'objectif de la campagne, tout simplement. Est-ce que le besoin, c'est vraiment de savoir si c'est quelqu'un en fait, on peut cibler ici, bon, les discount lovers, c'est un peu particulier. On est allé chercher toutes les personnes qui achètent très particulièrement pendant les soldes, pendant les Black Friday, donc des gens très appétents à la promo. C'est un peu différent. Mais tout dépend de votre objectif de campagne. Si y a de grandes chances que vous ne souhaitez pas seulement cibler des personnes qui ont acheté et qui sont allés jusqu'au bout de l'acte d'achat. En fait, tout est possible. Ça va juste dépendre de l'intérêt. Souvent, ici, sur des commerces audience, si le but est de la performance et de la visite qualifiée, vraiment pure, parfois, une campagne de similar audience qu'on peut avoir chez nous, c'est-à-dire une analyse en fait, des personnes qui passent sur votre site les plus engagées, comparé à notre shopper graph et donc à toute cette connaissance client, on va avoir des profils conso qu'on va recibler pour apporter du trafic qualifié. Et en fait, là, on laisse juste faire des algorithmes. Commerce audience va parfois permettre de remonter un petit peu le funnel marketing. Je suis une marque de mode qui est très connue, qui a été très connue pour ses sacs à main. Vraiment, tout le monde pense à cette marque pour ça. Mais évidemment, comme beaucoup de marques, l'enjeu, c'est de développer d'autres secteurs. Donc, on a envie de cibler des personnes qui ont plutôt tendance à acheter des chaussures ailleurs et pas faire de la pub pour les sacs. Et là, dans ce cas-là, ce que je cherche, ou des personnes qui ont des intérêts pour les chaussures, et ce que je cherche, c'est vraiment faire de la vidéo et de l'awareness, de la notoriété sur une catégorie de personnes qui n'ont pas dans leur top of mind le fait de penser à moi en tant que vendeur de chaussures et pas seulement des sacs. Donc, ça va vraiment dépendre du brief et typiquement, Stéphanie accompagne les agences et les annonceurs au quotidien pour comprendre les briefs, échanger avec l'agence, faire des propositions aux annonceurs pour qu'évidemment tout ça soit custom et vraiment fait sur mesure en fonction de l'objectif. Est-ce que par campagne, vous observez, vous, une diminution en termes de volume, c'est-à-dire peut-être que ça va diminuer un peu le budget média, mais augmenter le ROI? Qu'est-ce que vous observez de ces indicateurs-là pour différentes campagnes par rapport aux solutions précédentes? Alors, nos solutions précédentes, enfin qui existent toujours, étaient vraiment concentrées sur la conversion. Donc, on était sur génération de vente en ligne, etc. Là, c'est évidemment différent. Et je pense que on l'a entendu dans le cas tout à l'heure, il faut comprendre, il faut penser les activations médias dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'évidemment que le haut tunnel et la notoriété ont des impacts sur la conversion et l'acquisition client également. Donc, nous, on ne regardait à l'époque que en fait, les ventes en ligne, alors qu'évidemment, je vais avoir plus de potentiellement taux de clic sur une personne sur une marque qui déjà avait une notoriété importante. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est d'offrir une vision full funnel. Dans le cas SEAT, ici, c'est intéressant. On est à la fois sur du mid funnel et de la conversion par la suite. L'intégralité serait, par exemple, vraiment du très haut de funnel, de la vidéo, de l'acquisition et ensuite de la conversion. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment se comportent justement les différents cohortes de personnes
au sein du tunnel. Et évidemment, plus je vais descendre et plus je vais être sur quelque chose de précis. Et peut-être plus sur la transaction pour répondre à la question tout à l'heure. Là, je serais intéressé de rentrer dans quelque chose de très granulaire parce que j'ai un objectif très particulier. Quitte à changer de message au fur et à mesure de là où on se situe sur le funnel. Bien sûr. Bien sûr, puisqu'on le voit, on peut imaginer une grande campagne de corporate vidéo qui passe un message qui est vraiment, on veut que la marque, de façon très large, soit dans le top of mind des Français. Parce que je suis sur le digital, je vais quand même le limiter à une typologie de personnes parce que je sais qu'ils sont plus dans mon cœur de cible, tout simplement. Et là, c'est ça qui est intéressant pour les marques, c'est qu'on offre un ciblage qui est consommateur. Donc, les fameux personas qui sont très utilisés dans la communication, en fait, ici, on se dit qu'est-ce que les gens achètent. Voilà. Et comment ça, au sein de mon mix, ça va être intéressant de les cibler. Est-ce qu'ils achètent bio? Est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils sont plutôt urbains ou est-ce qu'ils sont plutôt en périphérie? Parce que si j'achète du mobilier de jardin et des croquettes pour chiens, il y a de grandes chances que je sois plutôt pas en ville. Et donc, que c'est une typologie de clients que je souhaite cibler. Et puis, ensuite, je vais descendre. Et effectivement, je vais avoir des intérêts familiaux, et donc je vais pousser plutôt ma familiale. Je tombe là un peu dans les clichés pour reprendre l'exemple de l'auto, mais effectivement, et ensuite je vais avoir une visite sur le site de l'annonceur, donc je rentre vraiment sur le prospect très chaud, et je vais savoir quelle va être sur quel type de voiture et modèle l'intérêt s'est porté. Et donc là, le retargeting rentre en jeu, et vraiment la publicité sera personnalisée à l'individu. D'accord. Une question, alors peut-être même que Ludovic va pouvoir apporter aussi sa pierre à l'édifice. Peut-être qu'il faut reclarifier ça. Quel chemin pour passer de base de données en first party cookie only, monter en volumétrie, Stéphanie nous parlait tout à l'heure de segments de 20 millions d'ID disponibles, et pour les exploiter sans cookie third party sur un ensemble de supports de diffusion, donc vers tous les éditeurs derrière. Alors, je ne sais pas si la question est très claire, mais en gros, comment vous passez et vous naviguez de tous ces mécanismes d'identification différents pour réaliser la campagne finalement? Oui, bien sûr. Et je salue Thibaut, du coup, Le Guillon, qui est le directeur général de TIDS. On organise des formations sur ce sujet. Je serais ravi de pouvoir te convier sur une de nos formations identité et privacy. Donc, en gros, globalement, c'est au moment de l'intégration où on va travailler avec les équipes de Criteo. On va, il y a deux choix. La plupart du temps, il faut à un moment taguer le site. Et c'est à ce moment-là qu'on a cette donnée first party qui est existante. Il y a deux façons de faire. Parfois, les annonceurs ont par exemple une CDP, donc une façon de gérer leur data au sein d'une DMP externe sur laquelle Criteo est déjà plugué. Donc ça peut être une des façons. On l'utilise beaucoup pour l'omnichannel notamment, sur les données offline et pour les activer. Ça peut être un des connecteurs. Et par contre, sur les données online, là, on a une intégration directe qui est faite. Et donc là, il va y avoir plusieurs choix techniques qui vont être intéressants de faire. On pourrait se baser sur les cookies tiers, ou on peut intégrer nos solutions OneTag, par exemple, qui se basent sur les cookies first à ce moment-là. On peut aussi parler de serveur-to-serveur. On rentre dans une discussion technique en fonction du set. Il y a une dimension conseil de nos côtés. On a des équipes de technical engineers qui sont là pour aider à l'intégration. On est vraiment dans la première phase pour activer et pouvoir avoir accès à ces données. Avec, évidemment, au préalable, un consentement de l'utilisateur. Sinon, cette donnée ne peut pas remonter. Pierre-Édouard, je crois que vous avez quelque chose à dire sur la Justement, c'est pour rebondir sur Nicolas. En l'occurrence, nous, on a une CDP qui est connectée, qui a un connecteur directement avec Criteo pour utiliser le cookie first party, hein, par définition, et éviter justement de se rendre trop dépendant de cookies third. Alors nous, ça, c'est pas du tout dans l'objectif de la fin des cookies qu'on avait mis en place cette CDP. C'est depuis des années pour d'autres problématiques internes. Et du coup, justement, ça nous permet d'envoyer des pools d'audience directement à Criteo qui va ensuite les retravailler. Donc ça marche plutôt bien. Et justement, c'est ce qu'on ne faisait pas suffisamment avant. J'utilisais d'autres connecteurs
plus connu, ou pas plus connu, parce que je pense que Criteo, vous êtes un peu best in class, mais on avait du coup tous les supports possibles, depuis le retargeting display classique jusqu'à l'emailing, leur intégration aussi dans nos outils de lead management. Parce que nous, il y a un problème avec la donnée transactionnelle, c'est qu'on ne l'a pas vraiment. C'est les distributeurs, quand ils vendent quelque chose, nous, on n'est pas toujours bien au courant, donc il y a tout un travail ensuite de réconciliation. Donc, il faut aussi qu'on se base sur d'autres manières de compter, hein, d'avoir des KPI un peu plus pertinents. En tout cas, là, clairement, l'enjeu à terme, il est de renforcer cette connexion avec Criteo en utilisant au maximum les capacités de notre CDP. D'accord. Et j'ai pas répondu à l'autre partie de la question de Thibaut, qui était la diffusion. C'est important parce qu'il y a évidemment, il y a le côté, j'active la donnée first party des annonceurs, mais après j'ai la diffusion. Et donc là, Criteo a des intégrations directes avec des milliers d'éditeurs qui eux aussi, donc je vous parlais de notre solution OneTag qui se base sur les cookies first party, qu'on avait mis notamment en place suite au sujet ITP au sein de Safari. Eh bien, on va dire que c'est une version similaire, mais côté éditeur, ça existe aussi, pour qu'on se base et qu'on fasse la reconnaissance sur les données first party. On appelle ça aussi de la délégation sur le domaine ou du CNAME. Donc, ça marche aussi côté diffusion de ce côté-là. Et puis, donc ça, c'est dans un premier temps, c'est immédiat, c'est réel. Et puis, il y a ce qui est en train de lancer les initiatives de marché et les différents consortiums. Je pense notamment à Unified ID, qui va progressivement se mettre en place un peu partout dans le monde et qui permettront aussi d'apporter une solution à la non-utilisation des cookies tiers. On a aussi une question pour vous, Nicolas, et sûrement aussi pour Ludovic, qui pourra peut-être aussi donner, parce que je pense qu'il joue un rôle aussi là-dedans. C'est qu'est-ce que vous restituez finalement comme indicateur de performance à la fin de la campagne? Est-ce que vous pouvez donner les éléments de type CA incrémental, de type toutes les personnes recrutées, fidélisées, et peut-être quelques informations aussi sur leur comportement d'achat plus détaillé? Oui, alors ça fait partie de l'accompagnement assez, je dirais, classique qu'on peut avoir sur les reporting. Je sais pas, la question m'était destinée, Manuel, ou c'était plutôt pour et l'agent Ludovic peut répondre aussi, parce que j'imagine qu'il joue aussi majeur dans la restitution des indicateurs. Mais juste Vas-y, Nicole. Ouais, juste pour finir sur la partie un peu sur l'offre Criteo, venant de la performance en ligne et justement du bas de funnel, ça fait partie effectivement des indicateurs assez classiques qu'on va analyser et qu'on va pouvoir fournir, et ce qui est regardé évidemment par les annonceurs. Ouais. Ouais, donc pas vraiment de C additionnel, puisque du coup, on n'a pas la main là-dessus jusqu'au bout, mais du trafic additionnel en concession, du trafic incrémental sur site, et évidemment du coût d'acquisition comparé à des périodes précédentes. Et comme je disais tout à l'heure, des insights sur comment trouver de nouveaux bassins d'audience, recruter de nouveaux prospects après campagne, en fonction des marques et des centres d'intérêt les plus affins avec ceux qui ont déjà converti sur le site. D'accord, très clair. Nicolas, il y avait aussi quelque chose qu'il fallait dire, c'est que toutes ces données que vous obtenez au départ, donc via les partenariats avec les retailers, elles vous permettent aussi de construire de nouveaux produits dont on parle, comme par exemple le contextuel. C'est bien ça? Oui, alors tout à fait. Donc, on a parlé de tout ça nécessite le consentement de l'utilisateur. Je crois qu'il y avait une question sur, il y a Benjamin Coave qui parle notamment de la délégation de sous-domaine. Un des sujets, en fait, la délégation de sous-domaine, c'est que ce qui est important, c'est d'offrir de la transparence à l'utilisateur. Donc, typiquement, le problème quand vous n'utilisez plus les cookies tiers, mais c'est parce que potentiellement c'est un navigateur qui ne vous permet pas de l'utiliser. Eh bien, si vous utilisez un petit plugin, ces cookies n'apparaissent pas. Bon, il y a très 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 peu d'utilisateurs qui regardent ce genre de choses. Par contre, l'important, c'est de donner la transparence, évidemment, au moment où vous donnez le consentement, avec la liste de partenaires notamment. Je pense à l'IAB Transparency and Consent Framework, par exemple, qui fait partie des frameworks qui permettent de donner cette transparence. Ensuite, pour revenir, pour fermer cette page-là,
pour revenir sur le sujet, et c'est lié au consentement, on a potentiellement 10, 20, 30% des utilisateurs qui ne vont pas donner leur consentement. Et donc là, on a deux types d'offres contextuelles et je vais essayer de répondre à la question de Florian Grill, du coup, Après, oui. également. On a une offre qui existait déjà, qui est notre offre Retail Media. Donc, pour Florian, Retail Media, chez nous, c'est accompagner les retailers dans leur médiatisation. Voilà, dans leur médiatisation. Donc, comment ils monétisent justement leur inventaire et notamment pour faire de la publicité. Des marques peuvent être très intéressées d'être sur un univers contextuel qui est celui de la transaction. Évidemment, c'est la tête de gondole qu'on avait dans un magasin et qu'on retrouve en ligne tout simplement. Donc, c'est une forme de ciblage contextuel. Évidemment, d'être sur la page produit chocolat quand on est une marque de chocolat, c'est évidemment intéressant. Et ça, oui, Florian, il faut que tu saches que donc du coup, on a plusieurs modèles où on donne la techno aux retailers et c'est tout. On ne s'occupe pas des opérations ou de la commercialisation, où on propose aussi de gérer les opérations et la régie du retailer commercialise, où on peut même commercialiser, voire co-commercialiser. Et dans ce cas-là, évidemment, il y a un cher revenu, Florian, dans ce cas-là. Et puis, notre nouvelle offre contextuelle, celle qu'on vient de lancer, celle-ci, justement, elle est une question plus précisément, voilà. On avait une question justement qui demandait des détails sur le ciblage contextuel. Et donc, c'était le sens de ma question précédente. Comment vous faites la connexion entre les données que vous avez obtenues et le ciblage contextuel? Oui, et bien, donc là, l'intérêt de notre touch Criteo, finalement, ça va être d'apporter, il y a de l'analyse sémantique, de la page, ça vous avez dû sans doute l'entendre souvent dans les différentes offres contextuelles du marché, j'analyse des photos, etc. La touch Criteo, elle va être un peu différente, c'est qu'on va scorer en fait les différentes pages médias en amont, voilà, au moment où il y a un URL et on va analyser par rapport à notre shopper graph, puisque justement la diffusion elle est sans cookie et sans consentement, mais par contre l'analyse de la page préalable pour savoir si elle a un score intéressant et un matching avec une marque ou un produit particulier, ça on peut l'analyser au regard de notre shopper graph et des données first party e-commerce utilisées. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire ce scoring. Donc, la touch Criteo, c'est d'utiliser données commerce data pour scorer des pages et des URL médias dessus et aller au-delà on va utiliser du sémantique, évidemment, de l'analyse. Mais voilà. D'accord. C'est comme ça qu'on va le faire. D'accord. Donc, au-delà de juste l'analyse de la page, vous notez et scorez l'âge plus précisément. Exactement. L'heure tourne, malheureusement, on arrive à l'aboutissement de ce webinaire. Je suis désolé, je pense qu'on n'a pas pu prendre toutes les questions. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci à Pierre-Édouard, à Ludovic et à Stéphanie aussi de Criteo. Merci à vous, Nicolas, aussi d'avoir été parmi nous, d'avoir répondu à toutes les questions. En guise de conclusion, je pense qu'on peut revenir sur ce qu'on disait en introduction, c'est-à-dire que le marché a su réagir un peu à tout ce qui se passe depuis un an et on est passé d'un niveau d'incertitude à un niveau où on y voit un petit peu plus clair, n'est-ce pas, Nicolas? Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a effectivement, si on se replanche il y a un an, il y avait beaucoup, on nous annonce, on savait que des changements allaient arriver, sans savoir, tant qu'on on peut pas les mesurer et tant qu'on n'a pas de solution alternative, on est dans une période d'incertitude. Aujourd'hui, les solutions sont sur la table, des choses sont déjà arrivées, je pense notamment effectivement à la nouvelle recommandation cookie, donc on voit que les taux d'acceptation sont élevés. Ça nous permet de tracer quand même un futur qui est beaucoup plus avec beaucoup plus de confiance et de certitude qu'on avait il y a un an. Ce qui est sûr, c'est qu'on se dit que dans ce monde-là, la valeur des commerces data et évidemment de l'accès à la first party data vont être clés dans les activations. Et souvent, et c'était déjà le cas avec, ça fait longtemps maintenant avec le retargeting, puisque c'est l'activation des données CRM et first party. Encore plus, c'est vrai pour toutes les activations du funnel, cette donnée-là, elle a encore plus de valeur que jamais. Exactement. Très bien.
Merci vraiment à tous. Merci à Romain aussi à la régie. On vous souhaite un bon long week-end pour ceux qui ont la chance de faire un long week-end et un bon appétit pour tout le monde qui vont manger bientôt. Voilà. Merci à tous et bonne fin de journée et à très bientôt pour les webinaires de stratégie. À bientôt Au revoir. et au revoir. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci Stéphanie.